Bonjour à tous. Donc, c'est la séance de décembre du séminaire de la Société des études arméniennes. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Satenik Batbagan-Tufanian, qui va nous parler du périodique Astaraj. Merci beaucoup, Anaïd. Bonjour. Donc là, vous voyez enfin une version un petit peu plus lisible de l'image qui a été mise pour la présentation de ce séminaire. Donc là, on y voit un petit peu plus, on y voit un petit peu mieux. On voit Chemaronian dans sa salle de rédaction, on peut dire, avec un globe terrestre, etc. Et donc, il s'agit d'un timbre qui avait été émis par la Poste d'Arménie en 1994 pour le bicentenaire de la création d'Astaraj. Il faut dire que Astaraj en Arménie, c'est un peu une des icônes nationales. D'ailleurs, il y a encore des journaux, des périodiques qui s'appellent Astaraj. Mais le tout premier, c'est celui-là qui a été créé, assez paradoxalement, à Madras, comme je le disais dans mon introduction. Donc, on va voir que en réalité, ce n'est pas tout à fait un paradoxe. Là, j'ai un petit problème, Anaïs. C'est là qu'il faudrait appuyer. Ben, ça passe pas. Hein? Ah, voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, de mon côté, moi, j'ai abordé le monde des Arméniens d'Inde à partir de ma thèse consacrée au piège de l'orgueil, voilà, de Shahamirian, donc qui est datée de 1773. Je m'étais plutôt, enfin, je suis rentrée par ce biais-là, mais par la suite, évidemment, j'ai élargi mon domaine de recherche tout en restant toujours sur l'Inde, mais il s'est passé beaucoup d'autres choses à Madras, encore beaucoup d'autres à Calcutta et d'une façon générale chez les Arméniens en Inde. Alors, s'agissant d'Astaraj, sur lequel j'ai eu l'occasion de me pencher récemment, le problème a longtemps été d'y accéder parce que, évidemment, un périodique qui a plus de 200 ans n'est pas en très bon état et le seul moyen qu'on ait eu pendant longtemps, c'était ce facsimilé financé par la fondation Gulbenkian, mais vu l'état du journal, enfin du périodique, bon, en réalité, c'était pas très lisible. Voilà, je peux vous le faire passer. Et alors maintenant, cet obstacle matériel est levé parce que tout a été numérisé sur le site que vous voyez peut-être ici, voilà, qui est le site de la Bibliothèque nationale d'Arménie. Voilà, et donc on peut accéder à tout, on peut télécharger, et donc il y a 18 numéros de ce mensuel, je trouve que la numérisation améliore la qualité de ce qu'on trouve dans le facsimilé. Bon, il reste un obstacle quand même. Alors attendez, je ne sais pas si je peux m'aventurer à le sélectionner dans une autre couleur. Ah zut, je suis passée à la diapo suivante. Bon, c'est parce que ça sort en bleu forcément en fait. Je sais pas comment on peut faire. Bon, on trouvera une solution. Je pourrais vous envoyer le lien ou quelque chose. Ah d'accord, d'accord. On va le Parce que en fait, je copier. peux pas changer la couleur comme c'est un lien. Non, on n'y arrive pas. On peut faire, c'est l'ouvrir. Ah oui, ah oui, Voilà. d'accord. Du coup, là, il apparaît. Ah, il est Voilà. apparu furtivement. Donc, voilà, il est dans le, Voilà. Et là, en même temps, il est vous dans avez la présentation. Et donc, c'est magique. voilà. C'est tert.nla.am/mamoul/asdarar_1/table
avec un T majuscule, .html. On peut essayer de le mettre dans le chat. Voilà, c'est mis dans le chat. Donc, D'accord. ceux qui Merci. reprendront l'enregistrement. Après, il y aura au niveau de la bibliographie. On revient à la diapo. D'accord. Ça apparaît bien, là, en gros, ce qui rien. Voilà, donc c'est maintenant très simple d'accès. Bon, il reste tout de même un obstacle, qui est l'obstacle linguistique. La langue d'Astaraj, c'est la langue qu'écrivaient les Arméniens en Inde. Non pas celle qu'ils parlaient, mais celle qu'ils écrivaient. C'est-à-dire que c'est grosso modo du khalapaj, mais un khalapaj tardif, hein, on est au XVIIIe siècle, et matiné de dialectes de la Nouvelle Julfa, surtout pour tous les articles concernant la vie pratique, et bien sûr aussi des emprunts à diverses langues, notamment à des langues européennes. Et de toute façon, pour la fin, je vous ai prévu un petit test pour voir si vous comprenez l'indo-arménien. Alors, mes deux points de départ sont les suivants. Pourquoi est-ce à Madras que la presse arménienne est née? Et puis, de quoi cet informateur, puisqu'on traduit souvent Astaraj par moniteur, mais ça pourrait vouloir dire aussi informateur, de quoi est-ce qu'il nous informe encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous apprend encore aujourd'hui? Et dès maintenant, je peux dire que je voudrais inscrire cette petite réflexion dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la diaspora. Alors, on procédera en 3 étapes. Donc, d'abord, quelques éléments sur la biographie du fondateur, ses buts, tels qu'il les explique et énonce lui-même, les contenus du mensuel, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques-uns que j'ai choisis pour des raisons que j'exposerai, et puis des éléments du contexte et l'héritage de cette publication. Alors, tout d'abord, le fondateur et rédac-chef dans sa salle, Harutyun Kahana Shemavonian de Shiraz. Donc, en fait, il s'appelle Harutyun. À l'époque, il n'y a pas de nom de famille. Bon, comme il est prêtre, il a été ordonné prêtre à la Nouvelle Julfa, donc il est Kahana. Shemavon, c'est le nom de son père, d'où on l'appelle Shemavonian. Et de Shiraz, c'était toujours la localité d'origine était toujours important à nous. Alors là, je me réfère à un portrait qui est propagé très largement et supposé être un portrait de Shemavonian où il a une mine on ne peut plus sinistre. Et je m'empresse de dire que ce n'est pas le portrait de Shemavonian. C'est un portrait imaginaire réalisé par les moritaristes de Vienne à l'occasion du centenaire d'Astaraj. Donc, quand on voit ce portrait qui est partout, bon, ça donne pas trop. Je pense que ce n'est pas fidèle. C'est vrai qu'il était prêtre. On va voir qu'il a aussi été un ascète, mais quand on lit Astaraj et quand on lit d'autres de ses publications, on voit que c'est quelqu'un qui était extrêmement sociable et qui a vraiment beaucoup d'amis. D'ailleurs, il y avait toute une équipe autour de lui. Et qui a un certain humour, parce qu'il fait souvent des jeux de mots, des choses comme ça. Voilà, donc là, c'est le portrait des moritaristes, tel que eux l'ont imaginé, donc, et puis qui est reproduit partout, même sur sa tombe à Chennai, l'actuel nom de Madras. Et jadis, il y avait à Yerevan une maison des journalistes, en fait un immeuble qui aujourd'hui est occupé pas uniquement par des journalistes, mais qui l'a été à une époque, et du coup, l'emblème des journalistes d'Arménie, c'était Shemavonian. Alors, sa biographie en quelques mots, donc voilà ses dates de naissance. J'attire déjà l'attention sur son lieu de naissance et de mort, puisque j'avais d'abord intitulé une création en diaspora
cette présentation, puis finalement je vais changer, j'ai mis une création diasporique, et parce que on voit que c'est quelqu'un qui n'a jamais vu la Rajat, qui vient pas ni du lac de Van, ni des Chmiadzin, etc. Ce sont les Arméniens d'Inde, en général, étaient des Arméniens de Perse à la génération précédente. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours connu une existence diasporique, qui a toujours vécu dans un milieu autre qu'un milieu. Bon, évidemment, Nurjura, où il a été ordonné, c'est un milieu arménien, mais enfin, tout le monde était bilingue, tout le monde parlait le persan était enseigné d'ailleurs dans les écoles aussi, dans les écoles arméniennes là-bas. Donc, voilà pour ces lieux de naissance et de mort qui vont expliquer pourquoi le périodique est à ce point hybride et ouvert sur l'ensemble du monde. Une autre particularité de ce Mavonian, c'est que pendant 7 ans, il a vécu dans une retraite de derviches, c'est-à-dire de soufis, près de Shiraz, après avoir été ordonné prêtre. Et bon, la plupart des commentateurs disent que c'est parce qu'il a beaucoup souffert, parce qu'il y a eu une épidémie à une certaine époque, probablement en 76 ou 77, et il a perdu ses 2 fils la même semaine. Il lui restait une fille, et beaucoup expliquent par la douleur le fait qu'il ait voulu rompre avec tout, avec sa famille, avec son église, avec tout, et qu'il se soit retiré chez les derviches. Je pense qu'il doit y avoir d'autres explications. En tout cas, à l'heure actuelle, je travaille sur les 2 éditions qu'il a faites de David Anhart, qui sont des éditions augmentées, où les 2 œuvres de David Anhart sont dans des volumes qui commencent, où il y a d'autres œuvres aussi, et c'est rempli de soufisme quand même. C'est quand même rempli de soufisme. Bon, pour des tas de raisons, notamment parce qu'il cite abondamment Hafez, le poète soufi. Donc, je pense que il y a une véritable attirance chez lui pour ce type de spiritualité qui le soufisme n'est pas incompatible avec le christianisme au fond, puisque d'ailleurs le soufisme est très proche du néoplatonisme, et que les œuvres néoplatoniciennes ont formé les curés arméniens pendant tout le Moyen Âge. Donc c'est cette idée d'une union avec un être, enfin avec l'un. Alors par ailleurs, le fait qu'il ait vécu 7 ans parmi des Persans a fait qu'il avait une excellente maîtrise du persan écrit, et qu'il n'écrivait pas seulement en caractères arméniens, mais aussi en caractères arabo-persans. Ça lui a valu de recevoir une autorisation officielle d'un nabab du Bengale, l'autorisant à imprimer, à publier aussi en persan s'il le souhaitait, parce que son niveau était excellent. Et dans la publication, dans Astaraj, dans le numéro 9, exactement, ce Mavonian a reproduit cette belle page en persan avec des roses, des fleurs évidemment au milieu, qui est écrit en rectangle tout autour, et qui est l'autorisation d'imprimer, d'écrire en persan. Oui, alors... Non, c'est bon, oui. Donc, très bien. En 84, donc, il revient côté église arménienne. Il est donc envoyé à Madras pour y exercer son office, et il y demeurera jusqu'à la fin de sa vie. Il y est enterré. Si on a le temps, je vous montrerai ces 2 tombes, l'ancienne et la nouvelle. En dehors d'avoir fondé Astara, alors ça a été un hyperactif. Pendant les 30 ans où il a repris l'imprimerie fondée par Shahamirian, on va le voir, il a édité 20 ouvrages.
non, même 30, enfin, je ne sais plus, on va le revoir, mais c'est énorme, énorme. Et même dans Astarar, on verra qu'il y a 2 livres, en fait, qui ne pouvaient pas paraître et qu'il fait paraître sous forme de feuilleton. Donc, en tout cas, il a été éditeur pendant 30 ans et au cours de ces 30 ans, il a été journaliste, on peut dire, pendant 18 mois. Ça fait 20 ans, oui, effectivement. Oui, tu as raison. Oui, alors, je me suis trompée, excusez-moi. Alors, les buts, alors, en fait, il a imprimé une dizaine d'ouvrages avant de lancer son journal. Alors, pourquoi, alors qu'il utilisait l'imprimerie pour éditer des livres, pourquoi est-ce qu'il a voulu éditer un journal? En fait, le dernier livre qu'il ait édité avant la période journal, c'était justement en 1793, le premier volume contenant une œuvre de David Amhart. Ensuite, il y a les 2 années du journal où là, donc, on va trouver 2 livres à l'intérieur. Et donc là, il ne fait rien d'autre. Et ensuite, ça reprend avec encore le deuxième livre consacré à David Amhart. Alors, donc dans les quelques premières pages du numéro 1, pêle-mêle, Chemavonian indique ce qu'il compte faire et pourquoi il crée un journal. Donc, il interpelle les lecteurs, les dignes hommes et vertueuses femmes, ou l'inverse, je ne sais plus, arméniens de Madras. Donc, il interpelle les lecteurs et les lectrices en expliquant pourquoi et il veut maintenant, il est temps d'avoir un journal en arménien. N'est-ce pas, les colonies arméniennes en Inde sont grandement, essentiellement des colonies marchandes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas pas du tout d'autres catégories socio-professionnelles, mais disons que c'est quand même pour des raisons commerciales, entre autres, qu'ils y sont allés, et la plupart étaient des marchands. Donc, est-ce que c'est une stratégie de sa part? Est-ce que c'est je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il insiste beaucoup, Chemavonian, sur vous allez voir, vous allez trouver des informations très utiles dans le journal. Vous allez trouver le cours des marchandises ou les horaires et les jours d'arrivée et de départ des bateaux, puisque Madras est non pas un port mais une rade. Le port a été construit plus tard par les Anglais. Donc à l'époque, il n'y a pas vraiment de port, mais c'est quand même une ville portuaire, on peut dire. Au sens où il y a sans arrêt des bateaux qui arrivent et qui repartent, qui arrivent de Chine, qui repartent à Manille ou ailleurs, en Angleterre, en Europe. Bon. Et d'ailleurs, ce sont ces informations-là qui sont le plus surtout le cours des marchandises, c'est en dialecte, hein, là, c'est difficile à suivre. Et je dois signaler que c'est moi qui ai mis un petit peu d'ordre dans les motifs, là, en disant utile aux marchands, informer et instruire, parce que il ne le dit pas comme ça, mais comme j'ai dit, tout est pêle-mêle, et il passe de l'un à l'autre, mais bon, ça permet, je pense que je ne trahis pas du tout, d'ailleurs on voit les références que j'ai faites, ça permet quand même de voir quels sont ses buts, et ses intentions, et d'ailleurs on les retrouve dans sa politique éditoriale, ces intentions-là. Alors, pour ce qui est de l'information, c'est-à-dire du travail purement journalistique, quoique le cours des marchandises aussi, hein, c'est du journalisme à l'époque. D'ailleurs, je pense qu'il n'avait pas d'information et d'envoyé spécial sur le port. Je pense qu'il devait recopier ce qu'il trouvait dans les gazettes anglaises pour les arrivées et les départs des bateaux. Par contre, pour ce que j'ai mis dans le petit b, là, on est dans des informations soit d'Arménie et de Perse, où là, il va falloir qu'il s'appuie sur des lettres, sur des informations qu'il a de façon diverse. Et d'ailleurs, il a une correspondance avec Hovse Parroutian, qui était le primat des Arméniens de Russie. Hovse Parroutian a été très, très lié avec le cercle de Madras. Et
Et donc, il reçoit beaucoup de nouvelles, par exemple, sur l'installation de nouvelles colonies arméniennes en Russie, telles que Novnakhichevan ou Grigoriopol. Donc, voilà, là, ça repose sur… et puis, la Perse, pareil, c'est sur la base d'une correspondance, c'est sur la base aussi des témoignages que les gens apportaient quand ils arrivaient en bateau. Donc, il y avait un trafic important entre Madras et la Perse, et qui fait que les informations circulaient assez vite. Donc là, en fait, on est amené à se pencher sur ces sources et on voit qu'il fait un peu feu de tout bois quand il en vient à la question des sources de l'information. Et puis alors, ce qui est radicalement nouveau, c'est que il va reproduire, il annonce qu'il va reproduire, et il le fait, des nouvelles provenant de diverses gazettes et de divers écrits. Donc, ça veut dire un travail de traduction important, puisque les gazettes sont principalement anglaises. À l'époque, bon, elles viennent en bateau, et puis ensuite, il y en a eu qui ont été publiées à Madras, notamment parmi les, on va dire, les causes occasionnelles de la publication de son Astarar. Au début, Shemavonian dit les Anglais, qui sont des gens bien organisés, viennent de faire paraître un nouveau journal à Madras, et ce n'est pas le premier. Et en plus, il paraît à la fin du mois. Et ben, ça tombe bien, nous aussi, on fait pareil. Donc, il y a cette espèce d'émulation. Donc, il a des sources qui sont quand même vraiment journalistique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le système traditionnel épistolaire que les Julfins, les Noldjura et Tsi échangeaient entre eux pour se communiquer des informations commerciales en général. Là, on est sur des nouvelles politiques. Et à l'époque, un grand événement politique, on est en 1794, hein, c'est la Révolution française et toutes les guerres qui ont suivi. Et les Anglais en parlent aussi. Et on va voir que c'est répercuté, c'est répercuté donc à l'autre bout du monde dans Astarar. Bon, là, il est un petit peu quand même ambitieux dans le numéro 1 de son périodique quand il dit « Je vais vous présenter des événements du mois ». En réalité, parfois, il se passe 2 mois ou 3 avant que la nouvelle ne lui arrive, mais quand même, il y a c'est étonnant de voir à quel point il y a des informations quand même récentes. J'ajoute que pour ce qui est des sources de l'information, c'est anecdotique, mais c'est sympathique et en même temps, ça explique pourquoi sa première tombe était sous le campanile de l'Église. Et ça montre aussi un certain esprit démocratique, je trouve, puisque il avait annoncé dès le premier numéro qu'il mettrait un sundouk, un coffret, un coffre, sous le campanile de l'église, qui en fait, vous allez le voir tout à l'heure sur les photos, ça représente un carré qui est ouvert, on peut rentrer de plusieurs côtés. Et donc le sundouk était au milieu, là, et n'importe quel citoyen pouvait déposer des articles. Alors, ça pouvait être des informations qu'il détenait, par exemple des informations commerciales. Une fois, il y avait une information sur je ne sais plus quoi concernant le commerce à Canton. Quelqu'un avait eu l'info, il la communique à Astaraj, enfin donc à Shemavonian, qui le répercute dans le journal. Je me souviens aussi d'un autre article publié à partir de ce qui a été trouvé dans le Sundouk. C'était en fait les considérations d'un homme qui avait vu que un Arménien avait publié un livre en anglais. D'ailleurs, je me demande si c'était pas le livre de Joseph Hemine, en fait, qu'il a publié en Angleterre et en anglais. En quoi il a bien fait, parce que quand même, ça touche un public plus large. Mais cet Arménien de Madras dit « ça m'a fait pleurer qu'un Arménien n'écrive pas en arménien ». Bon, Joseph Hemine maîtrisait. Bonjour, je vous en prie, bonjour. Joseph Hemine écrivait parfaitement l'arménien, aussi parfaitement que ça pouvait être maîtrisé en dehors des clercs, mais
en tout cas, bon, c'est vrai que son Life and Adventures of Joseph Emin on Armenians, il parle toujours de lui à la troisième personne. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu les échos en même temps. Voilà pour les sources d'information. Alors ensuite, pour instruire, j'ai hésité à... Lui, il dit Goethe. Il dit Goethe. Au début, j'avais mis éduquer, puis éduquer, ça fait un peu rééduquer. C'est plus instruire. En tout cas, quand on voit le contenu, on voit que l'idée qu'il a en tête, comme à travers toute son œuvre éditoriale, l'idée qu'il a en tête, Shemavonian, c'est d'élever le niveau de culture générale. On va le voir très clairement quand on va rentrer dans le contenu tout à l'heure. Donc, imprimer des paroles de sagesse, des traductions depuis les langues étrangères ou des extraits de livres arméniens. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a un peu de philosophie, mais il y en a beaucoup plus dans les deux ouvrages consacrés à David Anhart, mais même dans le journal. Ce sont plus des apologues, effectivement, des petits romans édifiants qu'il fait paraître, ou un petit roman d'initiation, comme par exemple l'histoire de Little Jack, qu'il traduit, enfin qu'un de ses assistants traduit de l'anglais en arménien, donc, et qui est publié dans le journal. Enfin, je dis journal au sens large parce que ce n'est pas quotidien, hein, je rappelle, c'est mensuel. Et puis, un petit côté pédagogique aussi, une petite attention pédagogique, malgré tous les livres qu'il a imprimés, qui ne sont pas pour la jeunesse. Shemavonian a trouvé bon pour les enfants, dit-il. Je ne sais plus quel est le mot qu'il emploie, peut-être manoub, mais bon, ça, je pense que ça veut plutôt dire adolescent dans son esprit. Leur donner de quoi lire en arménien. Et puis les nouvelles, donc voilà, très important. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez, vous pouvez déjà me poser des questions. Et puis sinon, on va passer donc au contenu. Et là, on va véritablement voir ce que contenait ce journal. Est-ce que vous voulez me poser des questions? Oui. Anhart, oui, oui, oui. Alors, donc David Anhart, c'est David l'Invincible. Non, 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 non. David de Sassoon, c'est un héros mythique, voilà, du Sassoon. David l'Invincible, c'est un philosophe du VIe siècle après Jésus-Christ, néoplatonicien. Bon, enfin, il y a beaucoup de doutes sur son existence, sur est-ce qu'il a été un ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs en réalité, des homonymes, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi tous les bouquins qui portent le nom d'auteur David Anhart disent des choses complètement contradictoires. Mais bon, parce qu'il y en a, il y en a un qui a été philosophe, un autre qui a été théologien. Alors, bon, mais la tradition arménienne les a amalgamés. Et en tout cas, les œuvres qui sont imprimées à Madras, et c'est la première fois que David l'Invincible est imprimé, puisque jusque-là, seuls les étudiants, les clercs, lisaient la philosophie néoplatonicienne dans les manuscrits, dans les séminaires. Et le premier à les imprimer et à les mettre à la portée de tous en disant, mais la recherche de la sagesse, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc, bon, par contre, il faut un bon niveau d'éducation. Donc, il ajoute plein de... Dans ces deux volumes, je vous dis, il y en a un qui fait plus de 400 pages, l'autre plus de 600 pages, dans lesquels David Anhart tient une toute petite partie. Le reste, c'est des schémas, des index, plein d'outils pédagogiques pour que n'importe quel marchand de Madras puisse essayer d'y comprendre quelque chose. C'est quand même assez ambitieux, mais de toute façon, l'homme est ambitieux hein, dans la pédagogie et dans la culture. C'est pour ça que j'ai intitulé, j'ai mis comme sous-titre au contenu, de l'utilité à la culture. C'est-à-dire qu'il prend les gens là où ils sont, c'est-à-dire, vous voulez l'index le cours des marchandises au jour le jour, enfin, au mois le mois. Alors voilà, ça vous intéresse. Les départs des bateaux, ça vous intéresse. Maintenant, si vous voulez, entre deux, vous pouvez lire un petit roman édifiant, vous pouvez avoir des nouvelles de France ou d'ailleurs.
Et donc, petit à petit, il les tire vers la culture. Alors là, je vous laisse lire. Est-ce que... Ouais, voilà. Je vous laisse lire, là. C'est une page de... Je vous dirai après la date. Essayez avec ça. Là, c'est le plus facile à lire. Mince. J'ai essayé de cacher le dessus. Alors, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, bon, il y a quelques petites erreurs, un niveau, pluviaux. Bon, alors après, il explique ce que c'est, Amis Dungilots, d'ailleurs, pour Germinal. Et après, c'est converti, évidemment, utilitairement, on pourrait dire, pour les Nurjuraetsi qui ont leur calendrier spécial, hein, et qui commence en 1616. Donc, ils ont, et puis les mois aussi, ils ne sont pas du tout les mêmes, hein. Donc voilà, c'est dans le deuxième numéro du journal parce que et alors en fait on voit qu'on bascule très vite de l'utilitaire à quelque chose de beaucoup plus ambitieux. C'est pour ça que j'ai mis point de suspension international parce que tous les marchands arméniens de Madras et tous les marchands de Madras, même s'ils n'étaient pas arméniens, pratiquaient tous un commerce international. Je ne dis pas que certains devaient vendre peut-être du thé dans la rue ou des petites choses, mais Madras était un grand centre de commerce et sur la côte est de l'Inde, c'était vraiment des grands pôles entre l'Asie et l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'un marchand international doit savoir, ne serait-ce que pour bien mener ses affaires? Il doit savoir quelle est la situation politique du pays, il doit savoir quelles sont les tendances, etc. Et alors, en plus, à la gymnastique intellectuelle, il doit pouvoir convertir les devises, les dates, les années, le calendrier de l'Hégire, le calendrier chrétien, le calendrier, le leur, le Noljura Etsi. Tout d'un coup, il y a un nouveau calendrier, alors il faut aussi l'apprendre. Donc, en fait, le commerce international ouvre directement vers l'autre et vers l'étranger et enfin, évidemment, après, il y a différents degrés, mais ne serait-ce que si on veut commercer avec Pondichéry, qui est pas loin, ben, il faut savoir quel est le calendrier en vigueur à Pondichéry aussi. Alors là, on continue l'élévation. Alors là, je vais vous montrer les diapos des deux livres que Somavonian a imprimés dans son journal. La raison, il la donne, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de liberté d'imprimer en ce moment en Perse. Donc, il prend le manuscrit de Ratchadou Djouraetsi, où on le lui apporte, je ne sais pas, et il le publie à Madras dans le journal sur plusieurs numéros, puisque pas mal de numéros parce que j'ai mis en caractère romain le numéro de la livraison et en caractère, en chiffre arabe, la page. Donc ça c'est long quand même, cette histoire de la Perse, bien qu'ils disent Kirk Hagirj, donc voilà, enfin, exposé concis. Bon, en fait, en gros, on traduit en général par histoire de la Perse parce que les titres à l'époque, ils font plusieurs lignes, voire une page. Et comme vous voyez, c'est souligné en rouge, c'est une histoire qui part de Cyrus à notre époque, c'est-à-dire précisément à Kerim Khan, qui est mort en 1779. Et donc, il devait y avoir des sensibilités ou des susceptibilités à ce niveau-là, et il était plus prudent de faire paraître ce livre à Madras, où on le reverra plus tard, mais les Arméniens étaient en totale autonomie. Il n'y a jamais eu la moindre censure. Bien sûr, un jour, le Catholique Siméon a essayé de mettre à l'index le deuxième livre publié par les Chemavonians qui s'appelait Portorag
et qui est une exhortation aux jeunes Arméniens à se révolter et à ne pas supporter un instant de plus la tutelle ottomane ou persane. Et donc là, le catholicos a quand même pris peur puisque Etchmiadzin est en Perse à l'époque. Donc, enfin, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi un vrai antagonisme, il y avait entre ce Catorigos Siméon et les Charamirian, parce que tous les deux, en fait, voulaient comment dire, ils pensaient comment exercer un leadership sur ce monde éclaté, Sebou Aslanian dit polycentrique, qui était devenu les Arméniens éparpillés par-ci, par-là. Et donc, évidemment, le Catorigos, il a une solution qui est spirituelle. C'est-à-dire, il veut être le Catorigos de tous les Arméniens, qu'ils soient près de lui ou ailleurs, c'était pas grave. Mais alors que les Charamirian, eux, ils proposent une solution territoriale. Ils veulent une solution territoriale. Donc, ça veut dire des combats, etc. Et donc, il y a quelque chose de dangereux parce qu'il y a du séparatisme et c'est ce qu'ils ont cherché à faire, hein, très clairement. Et du coup, le Catorigos les excommunie, leur envoie la bulle, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, d'excommunication, en chargeant surtout d'autres que les Charamirians, parce que les Charamirians, étant riches, contribuaient quand même beaucoup à enjoliver les Arméniens d'Inde. On envoyait beaucoup, beaucoup d'argent à Etchmiadzin. On le voit d'ailleurs encore dans l'église, hein, quatre coins, les petits anges et tout ça. Donc, bon, il ne s'est pas trop opposé, mais enfin, il a quand même excommunié au moins Barjamian, qui était avec eux et qui, lui, était un prêtre, qu'il a donc défroqué. Et il a décrété, sous Catorigos, qu'il fallait brûler, il fallait faire un autodafé et brûler tous les exemplaires restants de Rovtorag, ce qui n'a pas été suivi des faits à Madras. Mais quand même, ils ont fermé, ils ont arrêté de publier en attendant la mort du catholicos Siméon, qui est arrivé 4-5 ans après. Et après, avec le catholicos suivant, Rugas Krajnetsi, qui était beaucoup moins sectaire, ils sont repartis de plus belle. Et un deuxième livre qui est, alors, très intéressant aussi, pareil, c'est Sédin. Hagop, pareil, Siméonian, Siméon, c'était le nom de son père. C'est aussi un Ojjura Etsi. Et donc là, ce sont les faits et gestes de Haydar Ali Khan, sultan du Mysore, Mansour, donc au sud, enfin centre-sud de l'Inde. Alors, ces dates à ce fameux Haydar Ali Khan, donc c'est un contemporain pratiquement, hein, il est mort en 82 et le premier numéro du journal paraît en 94 donc. Et donc sur plusieurs numéros aussi, c'est en... Alors, donc, ça va quand même au-delà de l'information pour les marchands. C'est quand même de vraies études historiques. Et ce que l'on peut peut-être, ce que je vous propose de retenir de tout ça, c'est que, enfin, de ces deux livres d'histoire, j'ai laissé tomber la littérature, je me suis concentrée sur ces deux livres d'histoire, mais il y a évidemment des contenus beaucoup plus riches, multiples, mais ça permet de voir, ce serait confirmé si on regardait aussi les éléments de littérature, les œuvres littéraires qu'ils ont publiées à Madras. Donc, on voit qu'il y a ce qui est contemporain ne leur fait pas peur. Et même, il donne une possibilité pour des livres traitant de la période contemporaine et qui seraient censurés peut-être ou interdits ou attireraient des ennuis en Perse, il donne la possibilité de les publier à Madras. Donc, on est bien dans l'idée que c'est l'actualité, hein, on est et puis, on voit qu'ils ont, et ça c'est important quand on réfléchit sur les diasporas, on voit que ça ne les dérange pas du tout de publier sur des sujets non arméniens.
puisque la Perse, c'est vraiment l'histoire de la Perse et pas des Arméniens en Perse. C'est de Cyrus à nos jours. Donc, ils ont vécu en Perse, ils s'intéressent à l'histoire de leur pays d'accueil, si on peut dire. Ils ont été amenés un peu par, par la force, mais enfin, ils ont intégré ça. Arrivé en Inde, ce Haydar Ali Khan, enfin, eux, ils l'appellent toujours Haydar Ali Khan, il est adoré par ces gens-là à Madras. Et Shemavonian, dans son piège de l'orgueil, le cite aussi comme exemple de courage. Parce que Haydar Ali Khan, bon, en vrai, en réalité, en français, je sais pas, des fois on trouve Haydar. Toujours est-il que c'est un des seuls nababs ou sultans qui a tenu tête aux Anglais. Tous les autres ont été achetés, ils se sont laissés acheter un par la Compagnie anglaise des Indes. Les soldats de la compagnie, ils n'ont pas eu tellement à guerroyer en Inde. C'est une colonisation par l'argent. L'Inde était un pays totalement éclaté en plein de petits royaumes, principautés, etc. Et lui, il a réussi à garder sa souveraineté, à garder son royaume et à renvoyer les Anglais dans leur but, si on peut dire. Et donc, c'est pour ça que Shahamirian le cite quand il dit « Oui, on va me dire, c'est impossible pour l'Arménie de redevenir indépendante. Mais regardez, qui aurait cru que, et il cite plusieurs exemples, qui aurait cru que Haïdar Ali Khan aurait gagné contre les Anglais? Qui aurait cru que, etc. » Donc, il faut y croire. Alors, on continue à l'exploration des contenus. Bon, moi, en tout cas, je suis allée de surprise en surprise. Je vous laisse lire. Monsieur Buffon et Monsieur Beaumary. Alors, Beaumary, j'avoue que je ne le connaissais pas comme naturaliste. Alors, je me suis dit, s'il écrit Beaumary comme ça, c'est que le O s'y met un O, c'est que c'est un mot étranger. Le I, est-ce qu'il veut dire, est-ce que c'est un E et qu'à l'anglaise, il prononce le E-I? Est-ce que c'est un I? Enfin, j'ai cherché, c'est un certain Valmont de Beaumard, un grand naturaliste français. Et alors là, ça va très loin dans l'idée de réseau, parce que non seulement... Alors, en fait, j'ai trouvé, c'est dans le tome 4 de l'histoire naturelle qui a commencé à être imprimé en 1753. Ça a duré évidemment très longtemps. C'est dans le tome 4, mais là, j'ai mis seulement la date de début. Hein. Enfin, je ne sais plus, il faudrait vérifier si c'est la date de sortie du tome 4 ou la date de début. Je ne suis plus très sûre, à vrai dire. Toujours est-il que, je ne sais pas pourquoi, c'est l'histoire des abeilles. Et ça devait particulièrement les intéresser à Madras, je ne sais pas, parce qu'à un moment, ils reproduisent aussi une page de Réaumur sur les abeilles encore. Donc, est-ce qu'ils ont, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que là, en fait, ils annoncent une traduction qui a été faite en Italie parce qu'un grand marchand dont le nom est cité, là, Khojamal Safage, il a commandé, il voulait savoir ce qu'il y avait dans l'histoire naturelle, il voulait savoir ce que c'était, il a commandé, il a financé, enfin, il a été mécène d'un traducteur qui a donc rendu ça en arménien. Et comme ce qui se passe en Italie, ils sont au courant à Madras, donc ils annoncent à Madras qu'il y a ce livre-là. Sont les bateaux par terre, revenez, vous pouvez passer sa commande peut-être. Hein. Et alors, ça, j'ai trouvé quand même particulièrement intéressant parce que qu'un marchand, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette page, c'est qu'un marchand qui s'intéresse à l'évolutionnisme, à l'histoire naturelle, c'est dans l'ordre, enfin, il n'y a pas d'obstacle. Qu'un religieux, puisque ce Mavonian est prêtre, j'ai jamais rien lu sur ce que si l'Église arménienne avait une pensée sur l'évolutionnisme. Mais en tout cas, l'évolutionnisme qui était largement admis par les Grecs et les Romains jusqu'à Pline, enfin, les épicuriens et Pline en tout cas,
a été complètement refoulé en Europe par le christianisme et j'imagine par les deux autres religions de la Bible, puisque Dieu a créé le monde. Et donc, ce qui était considéré comme une menace dans l'évolutionnisme, c'est que s'il a fallu améliorer enfin, l'ouvrage de Dieu, c'est que il n'était pas parfait au jour de la création. Donc les églises sont, enfin les églises ou les religions bibliques sont plutôt fixistes. Et là, donc, Shemavonian publie ça, ça ne lui pose pas de problème. Alors, encore un peu de contenu. Donc là, nous découvrons le premier vol de la montgolfière. C'est dans le numéro 18. Alors malheureusement, bon, c'est très difficile d'avoir une bonne photo de l'image là, qui d'ailleurs est reprise d'une parution de Venise. Et donc dans la page de gauche, on nous annonce qu'il y a eu des vols de ballons dirigeables. Et en fait, il y en a eu 3. Et on voit, moi je connaissais seulement Montgolfier personnellement, Charles et les Robert, je les ai découverts grâce à Shemavonian, parce qu'en fait, les Montgolfiers avaient une certaine technique pour faire voler leurs ballons, et les Robert avaient une autre technique que Charles a utilisée pour faire son propre vol ou ses propres vols. Donc là encore, une prise sur l'actualité et un intérêt pour les sciences et les techniques modernes, enfin, pour leur époque, qui est quand même remarquable de la part de ce prêtre, mais aussi, on suppose, de la part aussi de ses lecteurs, puisque s'il le publie, c'est que bon, il va y avoir des lecteurs qui vont s'y intéresser. Alors, on va faire un petit bilan. Un petit bilan à travers des anthroponymes et des toponymes. Ça m'a détendu de faire ça. Donc, en lisant à peu près la totalité des à peu près 900 pages que représentent les 18, parce que c'était des mensuels de 50 pages en moyenne. Aucune gazette anglaise ne faisait ça. Alors, dès le début, ils disent non, je ne vais pas faire une encyclopédie. Mais en fait, ça en est presque une parce que c'est énorme. Ça, 50 pages de lecture par mois pour les jeunes ados là, qui veulent de la lecture. Et alors, évidemment, donc j'ai choisi les noms, hein, j'ai fait une petite sélection. Donc, j'en ai recensé environ 140. Dont certains sont répétés énormément de fois. Et je signale qu'il y a finalement assez peu d'Arméniens. Bon, évidemment, il y a Meslov Mashtot, tout ça, mais il y a des rois, etc. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est pas qu'il y ait Meslov Mashtot, c'est qu'il y ait Frédéric de Prusse, par exemple. Donc, j'ai choisi, en fait, les plus étonnants et je les ai classés par genre, en quelque sorte, parce que, donc, on voit qu'il y a des personnages contemporains, des personnages historiques, on voit qu'il y a de la littérature, je ne les ai pas tous mis, on voit qu'il y a des sciences et des techniques, donc là, on retrouve notre fameux Baumard, et on voit qu'il y a de la philosophie, mais pas seulement Diogène et Platon, mais aussi Rousseau et Voltaire. Et alors moi, j'ai découvert aussi à cette occasion-là deux historiens, dont un est syrien et l'autre syrien de l'époque, hein, peut-être assyrien en fait, et Murillo Velarde, qui est un espagnol, un jésuite géographe lui plutôt. Donc ces deux-là que j'ai mis en jaune à la fin. Il faut vraiment faut les connaître, quoi. Moi, je ne les connaissais pas personnellement. Et donc, dans les personnages contemporains, bon, Catherine II, c'est assez logique, puisque elle se fait passer pour la grande protectrice des Arméniens. Comte d'Artois, Comte d'Artois, j'ai dû chercher moi-même pour me souvenir ou apprendre, je ne sais pas si je l'avais déjà su, que c'était Charles X.
Frédéric de Prusse, Potemkin, c'est logique, Lafayette. Alors, de Louis XVI à Louis XVIII, hein. Il y a Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII, Mirabeau, Robespierre. Enfin, donc, on est vraiment dans l'actualité. Donc, une ouverture d'esprit que je trouve fantastique. Alors, les principaux... Alors, après, j'ai fait le même travail pour les toponymes. Mais là, à l'époque où cette carte a été réalisée, je ne les avais pas encore tous et j'en ai trouvé en fait 100, une centaine. Là encore, sur cette centaine de toponymes, il n'y en a que 10 qui sont dans le Caucase. Et encore, je compte la porte des Alains comme toponyme caucasien, qui est quand même l'extrême nord du Caucase. Bon, il y a Tiflis, il y a Yerevan, Etchmiadzin, Shusha. Je les ai mis. Et après, c'est surtout centré sur l'Inde, en fait. Et puis, on a été obligé de raccourcir, en fait, on n'a pas pu faire une carte globale. Là, je profite de cette occasion pour remercier Maxime Yevadian qui m'a mis en relation avec une personne capable de faire une carte à la demande. Donc, elle a pu mettre en français et en arménien, d'ailleurs, je vais demander les deux, les toponymes qui permettaient au moins de situer le cadre de leur géographie mentale. Mais ils n'y sont pas tous. Alors déjà, on a commencé par supprimer New York, parce que là, c'était plus une carte qu'il fallait faire. Enfin, ou alors, ça aurait été... on ne savait pas comment le fabriquer pour que ce soit visible comme ça, en PowerPoint. On a supprimé l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et on a mis une flèche pour Acapulco, pour aller plus vite. La flèche, elle est à Manille, tout à fait à droite. Là, on a mis une flèche pour Acapulco, sinon il fallait mettre le continent américain. Puis après, quand on a vu New York, on s'est dit qu'il fallait tout mettre. Alors là, c'était plus possible. En tout cas, on voit le cadre. Et je dois dire que ce cadre, s'il est si vaste et si fourni, c'est parce que j'ai mixé, j'ai mélangé deux sources. D'abord, il y a les arrivées et les départs de bateaux. D'où viennent-ils ou partent-ils? Donc ça, c'est une mine pour trouver les... Alors, pour eux, d'abord, certains utilisaient ces bateaux. Donc, pour eux, c'était important de savoir où était le Portugal et où était Acapulco. Acapulco n'apparaît qu'une fois, hein, cela dit, ou deux peut-être. Non, une fois. La deuxième fois, c'est parce que c'est le nom d'un bateau. Sinon, j'ai relevé, moi, la fréquence, si un jour on veut retravailler là-dessus. Et puis, j'ai mélangé les destinations et les provenances des bateaux avec les informations. Donc, c'est les informations internationales. C'est sûr que tout l'est de la carte, il est surtout obtenu grâce aux bateaux, en fait. Mais l'Ouest, non, oui, c'est ça, l'Ouest est obtenu par les informations. Alors, si on regarde le cas de la France, là, moi, j'ai eu des surprises parce que qu'il situe Paris, d'accord. Mais qu'il situe Avignon et Toulouse, pardon, Toulon, alors là, j'ai vraiment essayé d'en savoir plus. Alors, Toulon, c'est par rapport aux guerres, parce que Toulon, n'est-ce pas, que c'est une base navale, une base navale militaire, peut-être un pléonasme d'ailleurs, de l'armée française. Et donc, quand il parle des guerres que la France entretient, dans lesquelles elle se trouve avec d'autres, donc il est amené à un moment à parler de Toulon. Et Avignon. Donc, Avignon, pourquoi? Parce qu'il y a un article sur les Juifs du pape et la façon dont ils se font enterrer. Et donc, Avignon, parce qu'en plus, on met un certain temps avant de... Parce qu'on dit Avignon. Ah, Avignon Toulon, ah, Toulon, il veut peut-être dire Toulon. Ça nous fait extrêmement bizarre parce que finalement, on se dit que si on le croisait un jour, on pourrait discuter de... Par exemple, lui annoncer le festival d'Avignon en disant, tu sais, là où il y avait des juifs du pape, aujourd'hui. Alors, donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique d'ouverture
ce journal, et que c'est une image vraiment impressionnante de ce que pouvait être la culture des Arméniens en Inde, et aussi bien leur géographie mentale que leur vision du monde. Bon, moi, je me souviens que pour mes grands-parents, leur pays, c'était leur village, en fait. Le village d'à côté, c'était plus leur pays. Alors que là, tout est... ils savent tout, ils connaissent parfaitement le monde, ce qui ne les empêche pas de se dire toujours « Djoura Etsi », mais enfin, ils ont ces informations. Grande ouverture d'esprit sur ce qui se passe dans le monde aussi, sur l'information. Et j'anticipe peut-être une de vos questions. Combien y avait-il de numéros, oui, d'exemplaires de chaque numéro? Et là, premier numéro, 28 exemplaires. Et c'est monté jusqu'à 50. Parce qu'à partir d'un moment, ils ont aussi envoyé le journal en Russie et dans l'Empire ottoman, et probablement en Perse aussi, donc il y avait des abonnés ailleurs aussi. Il y en avait certainement à Calcutta, puisqu'il y a sans arrêt aussi les nouvelles de Calcutta et les faire-part de naissance, mariage et tout, de Madras comme de Calcutta. Ça, c'est aussi un truc typiquement la presse. 28 exemplaires, mais bon, Shomavonian est quelqu'un qui, par définition, ne se décourage pas. Mais si on y réfléchit bien, c'est immense l'apport des Arméniens d'Inde à la culture arménienne, avec tout ce qu'ils ont inventé, créé, etc. Ils ont été premiers en presque tout, mais première pièce de théâtre, premier journal, premier projet constitutionnel pour une Arménie républicaine. Ils ont été en tête de tout, mais en réalité, ils n'étaient pas nombreux du tout. J'ai un chiffre. Combien y avait-il d'Arméniens, selon Adjarian, dans son histoire des diasporas, combien y avait-il d'Arméniens, c'est-à-dire d'individus, pas de famille, à Madras en 1784? Il n'a pas les chiffres pour toutes les années, mais bon, ça n'a pas dû changer énormément. 280 personnes. À 280 personnes, ils ont créé un projet de constitution, une imprimerie, ils ont publié des dizaines et des dizaines de bouquins et ils ont fait le premier journal. En fait, il y a une rue dans laquelle se trouve l'église arménienne encore aujourd'hui, c'est Armenian Street. En fait, c'est là, les Arméniens, c'était une rue, quoi, c'est tout. dans tout ce monde indien. Et donc, j'ai fait un calcul rapide que finalement, un exemplaire pouvait servir à 10 personnes. C'était des familles élargies. Shomavonian, il vivait avec Shahamirian. Shomavonian, il avait encore sa fille et sa femme et sa mère avec lui. Mais Shahamirian, il avait je ne sais pas encore combien d'enfants et tout, donc c'est des grandes familles. Et en plus, rien ne dit que c'était payant. À aucun endroit, le prix n'est mentionné. Bon, en général, ce n'était pas un objet mercantile. Le livre, c'est plutôt un mécène qui venait, qui disait, voilà, je vous donne tant, faites ça. Alors, du coup, j'ai cherché quand sont arrivés les journaux suivants, les périodiques suivants chez les Arméniens. J'ai peut-être pas été vraiment exhaustive dans ma recherche. En fait, je suis allée encore sur le site de la Bibliothèque nationale d'Arménie et j'ai cherché par ville parce que j'ai exclu l'idée qu'il y en avait à Yerevan ou Etchmiadzin, des journaux. Et donc, j'ai cherché Tiflis et Bolis, en fait, parce que je me suis dit que c'était certainement là qu'il y en avait eu. Et j'ai mis moins de 1000, au début, j'ai mis moins de 1800, il n'y avait rien, moins de 1850, toujours rien. Attends, mais où est-ce que je l'ai mis, ça, d'ailleurs? Oh là là, j'ai peut-être oublié. Non, non, si, à partir de 1816, on en trouve un à Tiflis. Donc, en faisant la recherche comme ça, j'ai trouvé qu'il y a eu à Tiflis un mensuel aussi, Karun, à partir de 1816. On est bien au-delà. Surtout quand on va voir
le nombre de journaux qu'il y a eu après Astarar en Inde. Et puis après, le premier journal aboli, 1840-42. Et je n'ai pas regardé quel était son contenu, mais vu qu'il s'appelle journal ou écrit d'information Mezzi Derutian Osmanian du grand empire ottoman, je me dis que ça devait être que des nouvelles qui ne devaient pas déranger beaucoup la sublime porte. Alors, on va aller voir les éléments du contexte. Donc, l'œuvre éditoriale, c'est là que je me suis trompée au début, là. Oui, donc lui, il a bien, donc là, c'est correct, hein. En fait, il a bien été imprimeur pendant 20 ans, pendant lesquels il a publié 30 livres. Plus 2 et plus Astara, enfin 2 dans Astara, si on veut. Alors, quand on regarde, j'ai seulement choisi 3. Alors, on va essayer de les mettre en pareil, de faire apparaître. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Donc, j'ai choisi l'un des premiers, merci. Ah, voilà. Si j'y arrive. En haut à droite. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je regarde. Ah oui, ok, oui, oui, c'est ça qui lui manque. Voilà, donc ça devrait aller pour le suivant. Encore, je ferme. Voilà. Alors, j'ai choisi le premier, enfin, une de ses premières publications, qui est un livret de géométrie. Donc ça, c'est dans le registre utilitaire, comme je disais tout à l'heure. Il est toujours sur ces 2 plans et entre les 2 plans, des ouvrages qui vont être vraiment utiles aux marchands et aux gens en général, et puis d'autres qui vont vraiment les tirer vers un niveau de culture assez phénoménal. Et donc là, donc le premier est un livret de géométrie. Moi, j'étais allée voir, c'est super. Il y a des croquis, tout ça. Et alors après, vous avez un English Vocabulary, donc anglais, enfin arménien anglais, pareil. Donc ça, c'était pour le commerce et pour les jeunes, s'ils voulaient s'initier à l'anglais. Et puis alors, donc ça, c'était, on va dire, registre utilitaire. Et là, on est carrément à l'autre bout de la chaîne parce que là, c'est le Bélisaire de Marmontel, traduit en arménien. Donc, et c'est d'ailleurs sa dernière publication à Chemavonian. Après, l'imprimerie continue avec 2 autres noms, hein. Il y en a d'autres qui reprennent l'imprimerie et qui vont publier Voltaire, etc. en particulier. Alors, Marmontel, donc c'est un encyclopédiste français. Je dois avoir ses dates quelque part, mais je ne vais pas vous le trouver tout de suite. Toujours est-il que bon, ça situe quand même déjà sa mouvance, hein. Donc, encore une fois, curiosité pour ce qui se passe à l'étranger et curiosité pour ce qui se passe à leur époque. Et le Bélisaire, du nom de ce général romain d'Orient, en fait, c'est une œuvre, c'est un roman sur la bonne gouvernance et la tolérance religieuse. Donc, typiquement, les grandes idées du XVIIIe siècle. Et le commanditaire de cette œuvre avait peut-être une raison personnelle de prêcher pour la tolérance. C'était son voisin à Chemavonian, qui y vivait aussi sur Armenian Street, mais vous le connaissez très bien. Bon, je peux vous dire qu'il était catholique et que c'est peut-être pour ça qu'il plaidait pour la tolérance religieuse, parce que chez les Lusavov-Chagan, les catholiques n'ont pas toujours été très bien vus. Mais c'était Samuel Murat. Samuel, ben oui, voilà. Samuel Murat était de Madras. D'ailleurs, il y a toute sa famille est enterrée là-bas, dans l'église juste à côté de celle de l'église arménienne, qui s'appelle aussi l'église Sainte-Marie.
comme l'Église arménienne. Et elle a été financée par un autre Arménien catholique qui s'appelait Petrus Uskan. Et encore aujourd'hui, c'est une église catholique romaine. Ceux qui y vont sont très fiers d'être catholiques romains, parce que sinon, il y a une église de l'Inde du Sud, une église catholique de l'Inde du Sud qui est indépendante de Rome. Les catholiques romains disent catholiques romains. Et, euh, et donc, les deux, enfin le beau-père et le gendre, que ce soit Yedvard Raphaël ou Samuel Mourad, ils ont, bon, comme on sait, ils ont donné beaucoup d'argent aux militaristes, mais vous voyez, ils ont aussi financé en dehors, hein, il n'y avait pas du tout d'antagonisme là. Et ils ont beaucoup fait pour la culture, la formation. Mais il n'y a pas que les catholiques, hein. Franchement, les Lusavovtchagan et même les Arméniens francs-maçons, dont j'ai retrouvé les noms à Londres, eh bien, enfin au Freemasons Hall, eux aussi, ils ont beaucoup fait pour construire des écoles, former la jeunesse, etc. Et je dirais même pas que les Arméniens, parce que les Parsis, pareil, tous les riches finançaient des écoles. Au XVIIIe siècle, ils ont compris qu'il fallait être instruit. Voilà, donc voilà pour la dernière œuvre et donc quand même assez recherché quoi. Alors la presse arménienne en Inde après Astarar, donc à Madras il y a eu deux autres périodiques, encore Astarar, un deuxième Astarar mais plus le même et Banasser ou Panasser. Alors à Calcutta, là ce sont des joyaux. Il faut vraiment lire Askaser et Askaser Araradian. Bon, c'est bien Astarar, mais c'est bon, la mise en scène, pardon, la mise en page n'est pas super, c'est pas fignolé, etc. Mais là, on est quelques décennies plus tard, et puis Mesrop Tariadian, c'est un personnage fantastique, un écrivain, un poète, un pédagogue, et il a dirigé ses journaux. Et vraiment, c'est quelqu'un de très, très haut niveau. Et dans Askaser et ensuite Askaser Araradian, ce sont vraiment des journaux qui méritent d'être lus. Et pareil, on les trouve toujours sur le site. Ah, je ne l'ai pas mis ou quoi? Si, j'ai dû le mettre. Oui, oui, je l'ai, ça y est. Toujours sur le site de la Bibliothèque nationale. Alors après, ah ben, je suis carrément partie ailleurs. Ah oui, ça m'a emmenée. Oh là, alors comment je vais faire? Je vais retourner. Pas grave, hein, si vous ne voyez pas. 10. Si je vais sur 10. C'est sur la bonne page là? Non, non, faut repartir plus loin. Ça, c'est la diapo 1. Et j'en étais à la. Mais là, tu as la bibliographie là, t'es à la fin là. Oui, 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 il faut remonter à la 19. Merci. Bon, enfin, vous allez sur NLA, machin, comment ça s'appelle, Test, je crois. Et après, vous les retrouvez. Et puis alors, après, j'emprunte ces quelques phrases, ces quelques phrases à Meslob Set, qui est un Arménien de Calcutta du 19e siècle et qui a été vraiment le chroniqueur de l'aventure des Arméniens en Inde. Et c'est grâce à lui qu'on a, alors il faut trier ces informations, mais on a quand même beaucoup d'informations très importantes parce que les Arméniens d'Inde ont beaucoup bougé, non seulement ils ont bougé de Perse en Inde, mais ils ont aussi beaucoup bougé en Inde, parce qu'en fait, ils suivaient les possibilités commerciales. Et donc déjà, lorsqu'il y a des ports qui tombent parce qu'il y a une nouvelle route ou un nouveau port qui est plus en phase, etc. Et donc, lorsque enfin, j'ai dit 19e, c'est toute fin du 19e et 20e d'ailleurs, j'ai peut-être mis ces dates, non, mais en tout cas,
c'est une partie du XXe siècle, lorsqu'il se rend dans d'anciennes colonies arméniennes, par exemple à Surat, il dit tout est en ruine. Dans l'église, il n'y a plus que des scorpions et des je sais pas quoi, des chouettes, parce que c'est tombé en ruine. Les Arméniens sont partis, la végétation galope en Inde. Alors, par contre, il a répertorié les tombes, etc. Et donc, ça, si lui n'en avait pas dit quelque chose, ça aurait été beaucoup plus difficile à retrouver pour nous aujourd'hui. Donc, voici comment il résume. De 1794 à 1863, 11 journaux ont été publiés en Inde, en arménien, entre Madras, Calcutta et Bombay. Bon, pour l'essentiel, c'est... Enfin, si, Bombay, on peut faire le décompte. Hein, Bombay, on a eu aussi pas mal. 11 journaux. Et ensuite, il y en a eu encore 2, mais en anglais. Donc, 13 journaux en 115 ans dans ce pays, 17, avec une grande fierté. Bon, il ne cache pas que dans le lot, il y en a qui ne font que donner les infos pour les commerçants. C'est pas toujours aussi... il dit qu'en fait, il y en a 2 qui sont importants. Il y a le premier à Staraj, parce que c'est le premier et qu'il y avait une grande ambition derrière. Et les autres, c'est les 2 de Calcutta que j'ai cités. Alors, voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse, si on passe quelques instants à retrouver, essayer de... Alors là, donc là déjà, il y a... Alors en fait, le livre de Mestre Obset, il est en ligne hein, sur .org. Bon, l'autre, ça va... Le mieux... On va se contenter de ça. Je vais retourner sur la 19. Non, je vais direct à la 20 du coup. Pour vous montrer la... Ah non, 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 oui, c'est les conclusions, d'accord. Alors, les conclusions, bah, Ah oui. Hein. Ah, ça y est, j'ai bugué. PowerPoint. Oui, c'était ça. Voilà. Il n'aime pas. Hein. C'est lequel qui veut. Voilà. Bon, alors, dépêchons-nous de tirer les conclusions. Alors, évidemment, le contexte de l'Inde a joué beaucoup parce que, donc, comme je disais, en Inde, les Arméniens ont été en totale autonomie pour des tas de raisons. Déjà, il n'y avait pas de pouvoir central comme il y en avait par exemple en Russie, en Perse ou en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman. Donc les Arméniens se débrouillaient, mais je veux dire, ils négociaient avec le nabab local, etc. Ils étaient en général très très bien vus. Et comment dire, bon, pas de persécution, peut-être parce qu'ils étaient... De toute façon, l'Inde est un pays tellement multiple en lui-même que franchement, c'est pas... Et puis alors aussi, quelque chose qu'il faut dire, c'est que les Arméniens, ils sont arrivés sans aucune... Les Indiens n'ont pas été aussi accueillants avec les Anglais et les Français quand même. Par exemple, à Pondichéry, je voyais partout des statues de Jeanne d'Arc. Et Et donc, je me suis renseignée, mais Jeanne d'Arc, elle vous plaît tant que ça? On m'a dit, ben oui, elle a bouté les Anglais hors de France. Et pour eux, ils l'ont intégré comme l'ennemi des Anglais, en fait. Donc, les Arméniens sont arrivés sans volonté de prosélytisme, sans avoir une armée avec eux comme l'étaient les marchands anglais qui avaient les troupes de la Compagnie anglaise des Indes. Et les Arméniens en Inde n'avaient même pas de drapeau. Donc, leur bannière, c'était l'agneau pascal, puisqu'ils ne représentaient aucun pays. Donc, alors là, dans ces conditions-là, une fois, on m'avait dit « join us ».
Ça va. En plus, et les Arméniens, bon, il y a des raisons multiples pour lesquelles ils sont allés en Inde, mais à la base, ils avaient signé avec la Compagnie des Indes 100 ans avant, enfin, au XVIIe siècle. Ils avaient signé, peut-être même à la fin du XVIe, ils avaient signé avec la Compagnie anglaise des Indes un accord qui, apparemment, d'après les analyses contemporaines, était très mauvais sur le plan commercial parce qu'il arrangeait beaucoup les Anglais et il arrangeait beaucoup le signataire arménien de l'accord. Et tous les autres étaient un petit peu hors jeu. Mais en revanche, il y a une clause de cet accord qui a toujours été respectée, c'est que les Arméniens avaient le droit de s'installer dans n'importe quel comptoir anglais, aux mêmes conditions que les Anglais, c'est-à-dire sans payer plus d'impôts, etc., pas de taxes dans le commerce, et qu'à partir de 50 Arméniens, la compagnie leur donnait un terrain sur lequel ils construisaient une église en bois, à charge pour les Arméniens, s'ils étaient plus nombreux, d'améliorer le truc. Donc, la liberté de culte a toujours été reconnue dans ces conditions-là, et c'est ce qui leur a donné une si grande... Bon, après, il y a plein d'autres raisons. Pardon? Alors, les moyens financiers, oui, bien sûr, parce qu'en fait, les petites églises en bois, je ne sais même pas s'il y en a eu une, parce que les Arméniens... Si, il y a dû en avoir, mais les Arméniens, très vite, ont construit... Enfin, il y a un nombre d'églises arméniennes en Inde qui est disproportionné par rapport au nombre d'Arméniens qu'il y a eu en Inde, parce qu'en plus, il y avait cette émulation auprès des mécènes. Par exemple, la grande église de Calcutta, Souk Nazaret, c'est parce que celui qui a donné en premier les fonds, il s'appelait Nazar. Donc, ils voulaient faire quelque chose, ils voulaient laisser une trace d'eux-mêmes, ils voulaient que leur nom soit répété, etc. Ils voulaient faire quelque chose pour la communauté. Mais il y en a qui finançaient autre chose. Par exemple, à Surat, je crois, il y avait un homme, un riche marchand, qui a financé 2 écoles arméniennes à Noor-Nakhichevan, plus une imprimerie. L'argent est parti de l'Inde parce que Professeur Parroutian avait envoyé un Vartabé de faire le tour, de faire la collecte en quelque sorte. Et donc, il a donné une somme que je ne suis pas capable d'évaluer, mais Slopset dit une somme princière. Donc, ça devait être assez élevé pour construire précisément 2 écoles et une imprimerie à Noor-Nakhichevan. Alors voilà, maintenant, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais il est écrit chez Seth et moi aussi, je l'ai écrit quelque part. Alors, j'ai mis Galout parce que, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Inde, mais le contexte de l'Inde, mais en tout cas, voilà, on peut poser cette idée. Après, comme j'ai beaucoup parlé enfin, j'ai un peu parlé de diaspora et j'en parlais diaspora, diasporicité et compagnie, il faut savoir qu'à l'époque, la diaspora arménienne, c'est une diaspora au sens hébreu du terme. C'est-à-dire au sens premier, c'est-à-dire au nom que en hébreu, enfin le nom que en hébreu on donne à l'exil, hein, à la dispersion totale du peuple, qui n'a plus aucun foyer territorial, et donc il s'appelle Galout et qui en arménien a donné Garout, Karut. Donc c'est la dispersion totale. Alors c'est vrai que dans le cas des Arméniens, il y a quand même eu, il restait des Arméniens. Il y avait Chmiadzin, Yerevan, il y avait, enfin, démographiquement, c'était pas beaucoup. La plupart des Arméniens vivaient pas en Arménie, hein. Ils vivaient à Tiflis, même si on prend que le Caucase, hein, ils vivaient à Tiflis ou à Bakou. Et donc, en tout cas, il n'y a pas de pouvoir central arménien ou de pays par rapport auquel les Arméniens d'Inde auraient été une sorte de satellite, une diaspora, comme maintenant on parle de la diaspora chinoise. C'est quand même des Chinois, il y a une Chine, alors qu'à l'époque, c'était une dispersion totale. Donc ça, c'est important aussi peut-être pour comprendre. Et puis, ils ont vécu 2 exils, les Arméniens d'Inde. Ils ont d'abord quitté Nakhichevan pour aller... Et alors, ils ont toujours cultivé la nostalgie, hein.
toujours enfin, une nostalgie avec toujours l'idée que c'était mieux là-bas. Shahamirian n'arrête pas de le dire, le pays dans lequel on est arrivé, l'air est malsain, le climat, c'est pas ça, etc. Alors, je réalise que je suis un petit peu partie par rapport à la question d'Anaïde qui parlait des moyens. Oui, il y a eu de grosses fortunes en Inde, mais quand on y regarde de plus près, les fortunes étaient aussi très instables parce que comme ils misaient tout sur, par exemple, une caravane, si une caravane arrivait à bon port ou si le bateau arrivait très bien, c'était une opération très lucrative. Mais si le bateau coulait, s'il était confisqué, et en fait, dans l'océan Indien, les Anglais et les Français se font la guerre. Ils se piquent des bateaux, ils les arraisonnent, ils confisquent les cargaisons, etc. Et c'est arrivé un bateau que les Arméniens, avec d'autres, avaient affrété et qui a été capturé par les Anglais. Après, il y a eu des procès pendant je ne sais pas combien de décennies pour essayer de récupérer quelque chose, mais c'était. Après, il y avait je sais pas, les phénomènes climatiques et tout qui faisaient qu'ils pouvaient aussi tout perdre. Et donc, par exemple, à Madras, il y avait un fonds de solidarité pour les pauvres, pour les orphelins. Et à un moment, mais un petit peu plus tard, le gouverneur anglais réclame à un des responsables laïcs de l'église de Madras un décompte de combien il y a d'Arméniens et qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et il explique que la plupart sont dans la misère parce que alors, ils vivent de l'aide que ce fonds leur donne, mais il dit c'est tellement peu ce qu'on peut leur donner, c'est peu, et donc il faut absolument qu'ils aient de la famille qui les aide aussi. Donc, c'était quand même très instable. Mais c'est vrai que, disons, dans le monde, les plus grosses fortunes qu'il y a pu y avoir, c'était en Inde et à Boulis. Et en Inde, toujours à cause des caravanes. Ben en Inde, c'est par le commerce, oui, oui. Mais encore une fois, c'était donc des fortunes qui pouvaient être colossales. Je veux dire, comme je vous disais, un don, c'était 2 écoles et une imprimerie, c'est une église. C'est à un moment, Petrus Uskan, qui avait d'ailleurs fait construire l'église à côté de l'église arménienne, à un moment, il a trouvé aussi, comme il était catholique, qu'il habitait quand même côté arménien, et il devait aller à l'église de l'autre côté du fleuve. Et il a, je vais vous dire, mais il a fait construire un pont. Oui, c'était des fortunes. Alors, ils étaient catholiques depuis le Nakhichevan, parce que tous les propagandas fidèles, les dominicains et je sais pas quoi, ils sont allés donc coller au basque des Arméniens dans le Nakhichevan. Après, quand les Arméniens ont été déportés du Nakhichevan à Ispahan, ils ont suivi. Et quand on lit les mémoires de Jacques Villotte, le jésuite, il dit bien, nous ne sommes allés en Orient que pour convertir les Arméniens, enfin pour les rendre uniates en fait. Donc, et puis alors pourtant, il n'aime pas l'Orient, hein, il le dit sans arrêt. Il commence d'ailleurs par ça, les inconvénients du voyage. Il dit, il faut monter à cheval, ça fait mal, il faut dormir à la dure. Enfin, il n'y a que des inconvénients d'aller en Orient. Et les Arméniens, ils ne sont pas allés tout de suite à Nojjoura. Pendant à peu près une vingtaine d'années, ils ont vécu à Ispahan. Après, il y a eu des cabales et tout ça, comme quoi ils avaient du vin, ça rendait la ville impure. Bon, il paraît que la vraie raison, c'est parce qu'il y avait tellement d'anciens eunuques du palais qui devaient se loger que c'était devenu très cher. Et donc, à un moment, ils ont viré les Arméniens. Et le Shah leur a donné un terrain de l'autre côté du fleuve pour pas qu'ils salissent la ville. Et donc, tous ces carmes déchaussés, etc., qui étaient à Isfahan sont partis à la Nouvelle-Julfa aussi. Et donc, il y avait beaucoup de catholiques. Parce que même un Cathorigos avait écrit au pape Clément, un pape Clément, en disant faites quelque chose. Ils viennent, vos missionnaires viennent dire à nos ouailles que notre messe n'est pas une messe, que nos sacrements ne sont pas des sacrements, qui vont aller en enfer, etc. Et il dit, même les musulmans chez qui nous vivons depuis tant d'années ne nous tourmentent pas autant.
Ça, c'était dans Masyad Saravni, j'avais trouvé la lettre de Socrates Régos traduite, je pourrais vous retrouver le... Ah ouais, donc... Bon, alors, sur la condition diasporique, si je dois résumer en un mot, je dirais que une diaspora peut être vue aussi comme, en 2 mots, enfin, oui, vivre en diaspora, ça peut être créateur. Ça peut favoriser la création, parce que là, ils ont tellement été au contact de tellement d'autres cultures que c'est ça qui a rendu qu'ils ont été premiers. Et alors, j'ai été très étonnée de voir chez un auteur indien, mais qui vit en France, il est à l'EHESS, qui s'appelle Kapil Raj. Dans cette étude qu'il fait sur Calcutta, il développe la théorie des zones de contact, où il dit que dans les zones de contact, comme à Calcutta, il y a une progression du savoir bien plus rapide que quand les peuples sont chacun chez soi. Et donc, et il cite tout ce que nous on dit sur les Arméniens des Indes, premier ceci, premier cela. Il dit, mais alors lui, ne sachant pas que nous on dit ça, il dit, ben, c'est à Calcutta qu'a été créé le premier jardin zoologique, le premier institut de statistique, le premier, hein, je ne sais pas combien de décennies avant que ça ne soit créé en Angleterre. Et donc lui, il explique, bon, il y a peut-être une autre explication que la sienne, parce qu'on pourrait dire que les Anglais avaient aussi intérêt à faire des stats sur les Indiens et sur eux-mêmes. Bon, il y a peut-être aussi la colonisation qui a poussé. Mais en tout cas, lui, il explique, comme il le dit là, le progrès des connaissances par le fait de se côtoyer dans une zone de contact. Et alors, évidemment, l'auteur qui a le plus développé ça sur le cas arménien, c'est Sebou Hassanian, dans son dernier livre, qui date d'1 an ou 2, et donc dans lequel il explique ce que c'est qu'un Arménien de port, un Port Armenian. Et si vous avez en tête la carte, les Arméniens en Inde sont dans des ports, que ce soit Surat, Bombay, Madras, Calcutta, même Pondichéry, où il y en avait moins à cause de la bêtise de la Compagnie française des Indes. Eh bien, ils étaient tous dans des ports. Et en plus, c'était des gens qui étaient déjà biculturels, on peut dire, arméniens, persans. Et à leur arrivée là, ils ont découvert le reste du monde, vraiment. Et donc, un Arménien de port, on peut dire, c'est un Arménien polyglotte, c'est un Arménien qui a l'habitude de côtoyer toutes les religions possibles et imaginables en Inde. C'est un... Et puis, qui s'est calculé dans de différentes façons, selon différents calendriers, différents systèmes et tout ça, les poids et les mesures. Mais ils font ça très bien. Et moi, une fois que j'étais en Inde, on nous a fait visiter le cimetière d'Agra. Oui, 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 oui. C'est par rapport à Agra. Alors, oui, très bonne remarque. Mais Agra a été... Alors, Agra, la communauté d'Agra, elle est plus ancienne et elle tient à une autre raison. Oui, il y a quand même aussi des Arméniens un petit peu à l'intérieur, mais c'était des capitales d'empire. Et on peut dire que même s'il n'y avait pas la voie maritime qui s'est beaucoup révélée au XVIIe, XVIIIe siècle, parce que les Arméniens étaient à Agra bien avant, c'était quand même la capitale moghole. Et donc, là, il y avait d'autres routes. Il y avait d'autres routes, enfin, il y avait une autre route commerciale et c'est là que les caravanes pouvaient entrer en jeu. C'était pas comme par exemple dans l'Empire ottoman où les Arméniens étaient dans les campagnes. Et c'était pas non plus comme les Juifs qui sont en Inde depuis le début de leur galoute. Il y avait des Juifs en Inde depuis 2000 ans. Voilà, il en reste encore plus beaucoup. Donc ceux-là, par exemple, au Kerala, juste à côté du Tamil Nadu et de Madras, au Kerala, ils avaient des chants, ils ont toujours, ça a été enregistré en Israël et tout, et ils font très attention à tout ça. Les Juifs du Kerala avaient des chants, enfin des chants de la religion juive en malayalam, c'est-à-dire dans la langue du Kerala, tellement c'était rentré en eux. Et leur hiérarchie à l'intérieur de la communauté juive, c'était celle des Indiens du Kerala, la hiérarchie des castes.
sans parler des plats, des épices et tout ça. Donc, eux, ils se sont indianisés. Les Arméniens n'ont pas vécu suffisamment longtemps, mais en tout cas, ils n'ont jamais fait corps avec la société indienne parce qu'ils étaient toujours un petit peu comme les Juifs de cour étaient, c'est-à-dire dans les capitales ou dans les ports. Et dans les deux cas, parce que la capitale moghole, et quand on connaît le fameux roi Akbar, qui a justement appelé les Arméniens pour le commerce, c'était une capitale ultra cosmopolite, puisque sa politique était d'avoir une femme, parce qu'il était musulman lui, donc il pouvait en avoir plusieurs, et il avait une femme de toutes les ethnies de son royaume. Et il avait même une chrétienne, qui est peut-être arménienne, mais peut-être portugaise, je ne sais pas trop. En tout cas, elle s'appelait Mariam. C'est vrai ou pas quand on nous dit que le Taj Mahal a été construit pour Peut-être, mais j'ai pas de preuves, mais parce que oui, en tout cas, l'arrière-grand-père ou je sais plus qui était par rapport le roi Akbar, pardon, par rapport à celui qui a fait construire le Taj Mahal, c'était un de ses aïeux. En tout cas, lui, il a eu une femme chrétienne, en tout cas, dont on ne sait pas trop si elle était portugaise ou arménienne. On sait qu'elle s'appelait Mariam, donc pourquoi pas, il y a eu... Parce que ça, c'était en fait une politique. Et sa femme Rajput était très connue. Il y a même un film bollywoodien sur Akbar et donc, comment elle s'appelait d'ailleurs, Jodha Akbar, s'appelle le film sur les amours entre la femme Rajput et qui est pas du tout. Alors, elle adore les idoles, les icônes, elle en met partout. Et donc, tous les musulmans du palais sont mécontents. Elle se promène, elle chante et tout. Bon, enfin. Mais il fallait mieux avoir les Rajputs avec soi parce que les Rajputs, c'est un peuple de combattants et il vaut mieux pas que ce soit. Donc, avoir un beau-frère et un beau-père et une belle-mère Rajput, ça aide à la paix du royaume. Donc, c'était très cosmopolite. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient ouverts comme ça. Ben oui. Et en fait, c'est pas paradoxal du tout que la presse arménienne soit née en Inde. C'est pas ça, mais au départ, les Israélites déjà sont connus pour être des aventuriers. Oui. Ils sont des gens qui traversent, qui sont de meneurs de caravanes. Déjà à l'époque de Jura, parce que quand on regarde justement les anciennes tombes, même en Inde, donc peut-être à Agra, ça j'ai pas en tête, mais on voit, et donc ils mettaient leur nom, leur lieu d'origine et leur date. Et il y en a qui sont arrivés après l'émigration massive ou l'immigration massive. Donc il y en a qui venaient non pas de la nouvelle Julfa, mais de Julfa l'ancienne déjà. Ils étaient sur la route de la soie. Oui, et j'avais travaillé sur un mémoire d'un prêtre italienne qui disait que c'était des gens sans foi ni loi, qui avaient une famille avec jaloux, qui voyageaient des amis, qui fondaient des familles ailleurs, et que même les populations locales arméniennes comme à Beauvais, où j'avais trouvé un texte, venaient se plaindre d'eux parce que c'était malin. Ah oui. Les Arméniens locaux respectés, les Duraïdessi c'était une société très brillante. Et donc, c'est vraiment une très mauvaise réputation. Et à l'époque de Nour Jouraït, oui. Et donc, après, ils ont tout le temps été en contact avec. Mais à l'époque des Nour Jouraït 6 ou Abbas Ier, et après encore un petit peu, avant que ça ne se gâte, les chars aussi, ils buvaient et ils faisaient des fêtes et tout ça. Ils n'étaient pas encore comme ils sont devenus après. Mais par contre, quand tu dis Nour Nakhichevan, oui, le Nour Nakhichevan de Rostov-sur-le-Don. L'argent est parti d'Inde. Voilà. Oui. Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, la bibliographie très sélective, elle est uniquement en arménien parce qu'il n'y a rien en français. Alors, bon, là-dedans, il y a aussi bien des articles que des ouvrages approfondis. L'autorité en la matière, c'est Margot Mohiparian. C'est vraiment la grande spécialiste de ce Mavonian. Alors, voici un petit test.
Do you speak Indo? Oui. Non? Mustard, ouais, c'est ça. Parce qu'ils disent toujours mustard quand c'est un anglais, mais baron si c'est un arménien. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, dans Astara, c'était comme ça. Oui, ça se complique. Oui. C'est-à-dire le prince de Galles. J'avoue que ça m'a pris un certain temps. Après, j'ai appelé ma soeur. Tu sais quoi, j'ai compris, Prince of Wales. C'est le prince de Galles. Wales, Wales. Parce que effectivement, tu as tout de suite traduit le V en OUE, en fait. Ben oui. Alors, le dernier, alors là, j'ai vraiment, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Oui. Non. Je pourrais te raconter une anecdote après sur ma Nasreddin. Laissez-vous aller aux associations d'idées. Nassitour. Si c'était prononcé comme ça, Nassitour, sans rouler le R. Et si Namfit était en 2 mots? On s'amuse, non? Il faut vraiment lire Astara. Alors, voici les solutions. Poeta, Nassitour, non fit. Eh oui, oui, oui. Et que je traduis en copiant, en adaptant Simone de Beauvoir, c'est mieux. On est poète, on ne le devient. En même temps, vous voyez le genre de débat qu'il y avait dans le journal, quoi. Alors voilà, si on n'a pas dépassé le temps imparti, on peut regarder une petite vidéo. Voilà, où on arrive sous le campanile. Voilà, et là on voit derrière l'ancienne tombe de Chemavonian. Voilà le campanile. Donc, je pense que le campanile était plus ancien que l'église, il lui est extérieur. Parce qu'en fait, ça a d'abord été un cimetière. L'église arménienne à Madras, c'était ailleurs. Et après, les Anglais l'ont fait détruire en disant que c'était trop haut et trop proche de leur zone à eux. Donc, les Arméniens sont allés reconstruire une église à côté de ce campanile qui devait servir pour les enterrements à l'époque. Alors, voici la tombe, la nouvelle tombe. Voilà, la nouvelle tombe de Chemavonian qui a été faite en 1960. Écrit une douzaine. En tout en Inde, 250 à peu près, 300. Mais ceux qui sont encore en Inde sont presque, enfin, très peu sont les descendants des anciens. C'est plus des gens d'Arménie qui vont travailler là-bas dans des hôtels ou tout ça. Et moi, je suis allée en 95, ouais. Et en fait, j'avais imaginé enregistrer leur arménien et en même temps enregistrer la façon dont ils parlaient le bengali, en fait, oui. Pour détecter les contacts des langues. Et en fait, c'était un voyage très surprenant parce que il restait quelques familles, mais en fait, c'était que des familles qui avaient été mariées. Oui, oui, ils se sont mariés avec des Anglo-Indiens. Une bataille juridique qui avait un procès. Oui, par rapport à l'école. Enfin, pas seulement l'école, il y avait aussi à Calcutta, ouais. tous les bâtiments, tous les immeubles des parties qui appartenaient à ouais. arménienne, c'était impossible parce que ouais. on n'avait pas le droit de les vendre. Oui. C'était bien inaliénable. Ouais. Et en fait, il y avait grosso modo tous ceux qui étaient blancs et qui étaient dans la logique de la décolonisation, qui voulaient partir parce que c'était pas un pays accueillant pour eux, et qui voulaient en fait vendre. Oui. Pour ah oui, oui, oui. Ah oui, mais non, ceux qui impossible. avaient des enfants
moitié évangélique, qui voulaient rester sur place, considéraient que c'était à eux, quoi, et qu'ils devaient pouvoir. Non, mais les donateurs. C'était où, en fait, l'équipe de terrain que je voulais faire, elle a été impossible parce que c'était impossible. Mais je crois que Tsuyadzin a aussi essayé de s'approprier. Parce que le temps est complètement paranoïaque. Oui, il y a eu des conflits graves. Mais malgré tout, l'école, enfin le collège philanthropique, là, continue à fonctionner. Ils ont un groupe Facebook, hein, vous pouvez suivre ce qu'ils font. Et donc, moi, j'ai connu 3 ou 4 personnes qui avaient étudié là-bas. Et en fait, le collège est toujours approvisionné, entre guillemets, par de nouveaux élèves, parce que vu que les donateurs ont fait en sorte que tout soit absolument gratuit, y compris les vêtements, les sous-vêtements, ne parlons pas de la scolarité, etc., c'est une éducation de bon niveau. Donc, toutes les familles nécessiteuses envoient leurs gosses là-bas. Mais les familles nécessiteuses ne sont pas des Arméniens d'Inde. C'est-à-dire maintenant, à l'époque où moi j'y suis allée, il y avait encore que des élèves arméniens, et donc l'Arménie envoyait des gamins. Oui, ce sont toujours des Arméniens, mais pas d'Inde. Mais il y avait justement cette bagarre-là, de savoir si on ouvrait des écoles au Bengali ou pas. Ah oui, alors pour l'instant, c'est toujours pas ouvert aux Bengalis. Par contre, les élèves arméniens qui peuplent l'école, bah après, ils sont partis d'Irak, ils sont partis de Syrie. C'est partout où les familles ont été prises au dépourvu, et puis beaucoup d'Arménie. Par exemple, moi, l'un de ceux que j'ai connus, c'est un gosse qui venait d'Iran. Enfin, à l'époque, quand il était gosse, ils sont partis en autocar. Enfin, ils étaient, je sais pas, 50, 60 gosses pauvres d'Arméniens d'Iran qui sont partis. Ils ont tous été envoyés là-bas en Inde parce que sinon les familles nombreuses, pas paysans, etc., enfin pas riches en fait, n'auraient pas pu les éduquer, leur donner un très bon niveau d'éducation. Donc, il est parti là-bas à l'âge de, je crois, 7 ans, quelque chose comme ça. C'était un internat. Moi, quand je l'ai connu, il faisait une licence à Madras, enfin à Chennai. Donc, il avait terminé son cursus au collège philanthropique. Il était venu se spécialiser en sciences politiques, des trucs comme ça, à Chennai. Et à l'issue de ça, il a passé un concours et il a été pris en Californie. Et donc, il dit qu'il n'aurait jamais eu, évidemment, cette ascension sociale s'il était resté Bashkarai, pauvre. Et donc, pour beaucoup. Ah oui, alors, arménien, alors oui, alors ça fait très drôle parce que enfin, moi, ils étaient venus me voir de Calcutta à Chennai, donc le responsable de la communauté. Intéressant, il ne parlait pas du tout l'arménien, c'était un vrai descendant. Il s'appelait Haïra Piet. Ce qui nous montre qu'à une certaine époque, le yetch à l'intérieur du mot se prononçait yetch vraiment. Parce qu'en anglais, il l'écrit Haïra Piet, son nom. Et comment je lui ai téléphoné la première fois, j'ai dit Haïra Bet. Bet. Ouais. Enfin, je sais pas. Toujours est-il, quand je lui ai dit Baron Haïra Bet au téléphone, il a eu un moment de panique parce qu'il se demandait pourquoi on lui parlait arménien d'un coup. Par contre, sa nièce, elle a été formée, donc elle est d'un côté, elle est arménienne, elle s'appelle Steven, parce qu'ils ont tous des noms anglicisés, il devait s'appeler Stépanian dans le temps. De l'autre côté, sa mère est anglo-indienne. Elle a fait toutes ses études au collège philanthropique. Elle parle arménien comme une Rayastansi avec moi. Et ça fait drôle. Donc, ils reçoivent anglais, arménien et bengali. Et encore bengali, je ne suis pas très sûre. Par contre, à Calcutta, par contre, ils font beaucoup de rugby. Ils sont très, très forts en rugby. Qui jouait avec eux. Ouais. Et oui. Ouais. Je l'ai vu à Madras. Je sais pas. Ah oui. Ouais. Grâce à ces mécènes qui ont fait quelque chose pour la postérité. Oui, parce que c'est vrai, comment 250
familles peuvent-elles entretenir cette multiplicité de cimetières, d'églises? Ils en ont énormément. Mais en fait, ils ont gardé cet esprit pratique, c'est-à-dire, par exemple, à Madras, où il n'y a presque pas d'Arméniens et les dirigeants de la communauté sont à Calcutta. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, l'église, elle avait des dépendances autour. Ça peut faire des petites boutiques. Donc, ils louent toutes ces boutiques. Il y a un marchand de journaux, un restaurant, tout ça. Ils sont tournés vers l'extérieur. Quand on est à l'intérieur de l'enceinte de l'église, on voit qu'un mur. Et donc, ils louent ça. Et du coup, ils peuvent payer le salaire du gardien et son appart. Vous avez vu cette photo? Je suis arrivée à l'improviste un beau jour. La première fois que je vais à Madras, j'arrive à l'improviste. Le gardien, qui est un tamoul catholique romain, Alexander, qui est en fait un anglo-indien lui aussi, il avait fait ça. Il n'y avait pas d'occasion particulière. Donc, ils entretiennent très, très bien. Et puis, le gardien et sa famille sont logés sur place. Et puis, alors, le problème, c'est que à Madras surtout, mais d'une façon générale en Inde, avec l'eau, enfin, l'air marin et puis l'humidité, tout pourri en un rien de temps. Moi, je l'ai vu une année toute blanche. Le chantier venait d'être terminé, l'église. C'est l'année où j'ai pris les photos. Bah, 3 ans après, elle était redevenue grise. Hein. Ça, rien ne tient. Et je ne vous parle pas des termites. Il faut badigeonner le bois régulièrement parce que alors là, les bêtes. Et d'ailleurs, quand les non-arméniens viennent, ils disent: oh, il tient bien votre bois à vous. Ils bouffent tout, quoi, les termites ou je ne sais quelle bestiole. Donc, c'est bien gardé. C'est bien gardé. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais surtout, c'est de voir effectivement l'ouverture et puis cette. Un état d'esprit au départ. Oui, Au démarrage. probablement depuis Julfa, parce que. Ben oui, oui. Et c'est pour ça aussi qu'on les a emmenés. Alors, et c'est pour ça aussi qu'on les a emmenés en Perse. Et alors, donc en Inde, dans un climat propice, si on veut, dans un milieu où ils étaient pas persécutés, etc., ils ont vraiment réussi. Parce que, pourquoi ça n'a pas marché avec les Français? Parce que la compagnie française des Indes voulait les recruter. Ils ne voulaient pas les laisser se débrouiller avec leurs propres méthodes. Et non seulement ils voulaient absolument les recruter, mais en plus, le seul qu'ils ont réussi à recruter, Markara Avamchins, ils lui ont mené la vie dure, ils l'ont torturé, ils l'ont enfermé en tôle, ils ont ruiné sa vie. Et ils ont fait, et son petit gosse, son neveu ou je sais pas quoi, qu'il essayait d'instruire, qui était son apprenti, il en est mort. Alors, dans ces conditions-là, parce que les Français sont toujours très rigides. Les Anglais ont bien compris que les Arméniens se débrouillaient avant eux sur place. Et donc, ils ont trouvé l'astuce parce ils se sont beaucoup servis des Arméniens. Les Arméniens parlaient persan. Tous les gens cultivés en Inde au XVIIe, XVIIIe siècle comprenaient le persan. C'est une langue de cour. Et puis aussi, les Arméniens, ils connaissaient les codes sociaux, c'est-à-dire on n'arrive pas en brusquant les gens, on arrive avec des cadeaux. Et ça, les Arméniens, ils savaient. Ils savaient faire, ils savaient comment faire ces courbettes devant les nababs, etc. Et ils ont introduit ensuite les Anglais qui, sans les Arméniens, auraient été certainement plus, disons, plus brutaux, ou en tout cas moins. Ils n'auraient pas eu cette politesse orientale que les Arméniens avaient déjà. Donc, ils les ont laissés se débrouiller et il y a eu des fortunes et des réussites colossales. Oui, oui, c'est pas impossible aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je n'ai pas recherché, mais on a dépassé l'heure. J'essayais de. Mais mince, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Et merci à tous ceux qui étaient présents.